Alors, ok, donc l'enregistrement est lancé. Bienvenue dans cette quatrième vidéo sur le thème du yoga et tai chi. Donc, moi, c'est Pierre-Yves, hein, le créateur de Fighting Flow. Je pense que mon audience me connaît déjà plus ou moins. Je donne des cours de tai chi ici sur YouTube et aussi sur Patreon. Donc, ça fait maintenant une vingtaine d'années que je suis dans les arts martiaux. Je compte parce que je deviens vieux, mais je crois que ça va faire ma 29e année cette année, dont une grande majorité dans le tai chi. Et dans cette série ici, dont vous voyez la quatrième vidéo, j'invite Fred pour la quatrième fois à parler de son côté yoga. Donc moi, je donne le côté tai chi et j'ai très envie d'avoir la perspective yoga. Je trouve que les deux arts sont très intéressants. Je pratique un peu le yoga, j'ai pratiqué un peu le yoga, mais j'ai vraiment investi dans le tai chi, ça c'est mon domaine. J'ai été en Inde, je connais un tout petit peu la mythologie indienne, mais je trouve que c'est important d'avoir quelqu'un qui sait de quoi il parle. Et donc moi, j'apporterai ici, dans cette vidéo, on va parler de quoi? On va parler des grands contes, des grandes légendes. On va essayer de se limiter à trois histoires chacun, qui sont des fondations de l'art. Donc, quelles sont les légendes ou les histoires qui sont fondatrices dans l'art? Donc, en l'occurrence, le tai chi et les arts martiaux. Et ici, Fred va parler des contes légendaires du yoga. Donc, c'est pour donner un contexte plus général, puisque le tai chi et le yoga sont des arts qui sont complets, qui ne sont pas juste un art physique, c'est aussi un art psychologique, un art spirituel ancré dans une culture. Et donc, je trouvais important de donner ce contexte supplémentaire. Alors, avant de laisser l'espace à Fred pour qu'il se présente, même si c'est pour la quatrième fois, si vous découvrez cette vidéo, pour vous, c'est la première fois. Je vous remercie ici de liker la vidéo et de la partager si vous l'appréciez. Vérifiez que vous êtes abonné sur la chaîne YouTube. Et si vous voulez soutenir la démarche de création de contenu de Tai Chi, j'ai mis le lien vers Patreon puisque je publie toutes les vidéos plus du contenu spécifique sur Patreon sans publicité. Donc, si vous voulez me soutenir et avoir accès à plus de contenu, vous pouvez trouver tout ça sur le Patreon, le compte Patreon, pour lequel je mets un lien ici en dessous. Alors, pour ceux qui voient Fred pour la première fois, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, Monsieur Yoga d'aujourd'hui? Là, il y avait Monsieur Sécurité, maintenant il y a Monsieur Yoga. C'est un titre dont je vais vite me départir. D'accord. Je, voilà, j'ai plusieurs dizaines d'années de pratique euh, avec une base d'art martial en judo et en aïkido. Et depuis à peu près près de 25 ans, c'est le yoga que j'ai choisi. Euh, J'ai pratiqué un petit peu de tai chi. J'ai eu la chance de recevoir un enseignement par un moine Shaolin à un moment donné dans une pérégrination de ma vie où je me suis retrouvé en Turquie et on s'est croisé à cet endroit-là et j'ai eu la chance. Donc, comment dire, je suis un adepte, pour ceux qui ont déjà eu l'occasion d'écouter ces trois premières parties, on est des adeptes des ponts et on aime bien les traverser et se rencontrer Mhm. parce que ces deux arts ont de commun que ce sont des arts, réellement. Moi, j'aime le nommer comme un véhicule. Le yoga est un véhicule merveilleux que j'aime prendre, qui m'emmène à chaque fois et qui m'éveille et qui m'élève. Euh, alors, je vais directement faire comment dire, un cadrage. Euh, je suis vraiment pas la meilleure personne pour parler comment dire, de la philosophie hindoue, de la religion hindoue, des mythes fondateurs. C'est d'une complexité colossale. Ça reste un sous-continent, l'Inde, avec une culture multimillénaire, avec comment dire, une cosmologie, une cosmogonie extraordinairement complexe. Par contre, voilà, je vais partager deux, trois infos qui m'ont été données sur le chemin, Mhm. qui participent, on va dire, à ma lecture de, de ce monde. Voilà, avec ça, grand plaisir de le partager. Et voilà, évidemment, pratiquant et enseignant de yoga depuis quelques années quand même, déjà aussi. Voilà. Comme Fred, tu viens de le dire, ni l'un ni l'autre ne sommes issus ni de l'Inde ni de la Chine. Nous ne sommes pas sinologues et tu n'es pas non plus expert dans la culture et dans les mythes indiens, mais de par les années de pratique, on est on est exposé à la culture et je trouve que c'est important d'apporter notre petite touche ici. Je vais commencer par une histoire tai chi. Alors, pour ceux qui ont suivi la chaîne déjà depuis un certain temps, j'avais fait un live
déjà un YouTube live sur les contes et légendes du Tai Chi. Et donc, il y a certaines histoires que vous allez peut-être réentendre si vous avez déjà vu cet épisode. Mais si pas, et puis ici, vous allez en plus pouvoir les confronter avec des histoires du yoga. Alors, la première histoire que je vais lancer ici, et puis je te laisserai l'espace, c'est l'histoire de Bodhidharma. Alors, je ne sais pas si Fred, tu es au courant. En fait, ces lives, je les adore, hein. C'est principalement Fred et moi, on se fait plaisir. Donc, si ça vous fait plaisir, c'est génial aussi. Alors, la légende de Bodhidharma, je ne sais pas si tu la connais, mais c'est l'histoire réelle, romancée certainement, de la création du Kung Fu de Shaolin. Alors, l'histoire dirait que le Bodhidharma, qui était un prince, un haut dignitaire de l'Inde du Sud, qui avait étudié le Kalaripayat, donc l'art martial de l'Inde du Sud, que j'ai pu voir en Inde, pratiquer devant moi, donc j'ai pu observer des démonstrations de Kalaripayat. C'est un des arts martiaux les plus anciens du monde. Donc, Bodhidharma, qui est un expert en Kalaripayat, entame un long chemin vers le nord, traverse la frontière indienne, et je ne saurais plus dire quelle était la raison de sa pérégrination, mais toujours est-il qu'il arrive au temple de Shaolin. Et la légende dit que quand il arrive au temple de Shaolin, il découvre les moines qui avaient décidé de dévouer leur vie à l'étude spirituelle des livres, des textes sacrés, mais les moines n'avaient aucune pratique physique. Et donc, ils trouvent leur corps en très mauvais état, ils les trouvent finalement psychologiquement aussi en très mauvais état et pas en capacité de pouvoir vraiment s'adonner à la spiritualité. Et puis en plus, bah, très régulièrement, le monastère se fait envahir, le village se fait envahir par les brigands de Grand Chemin et tout le monde se fait tuer ou en tout cas malmener et sans que personne ne sache y faire grand-chose. Et donc Bodhidharma arrive et propose aux moines de Shaolin qui sont présents de leur apprendre le Kalaripayat, les arts martiaux, et en leur disant euh, ce que nous, on connaît dans notre culture, un esprit sain dans un corps sain. Si vous avez une pratique physique, en l'occurrence, pourquoi pas le Kalaripayat, et donc un art martial, vous serez bien plus à même de faire votre démarche spirituelle, et puis ça peut toujours servir. Alors la légende dit qu'après quelques années à entraîner les moines au Kalaripayat, qu'ils s'approprieront pour créer ce qu'on appelle le Kung Fu maintenant de Shaolin. Quelques années plus tard, les bandits de grand chemin arrivent à la porte du village, commencent à saquer le village. C'est sans compter sur les moines de Shaolin qui descendent avec leurs bâtons et qui les renvoient d'où ils viennent avec leur tête en dessous du bras. Donc apparemment, les enseignements de Bodhidharma avaient trouvé bon élève, et donc les moines de Shaolin avaient non seulement pu élever leur pratique spirituelle, mais avaient en plus appris à se défendre et appris à défendre le village qui est juste à côté. Ceci étant la légende de Bodhidharma. Voilà, je te laisse la parole, Fred, pour voir quelle est l'histoire fondatrice que tu pourrais donner au yoga, ou en tout cas celle que tu as envie de partager ici. Alors, déjà, je viens d'apprendre quelque chose. Tu vois, je ne savais pas que la source était indienne quelque part. Euh, Ça m'étonne à moitié parce que à chaque fois que je recoupe et que je fais mes propres recherches, j'arrive quasiment toujours aux mêmes racines. Ce fameux sous-continent là qui s'est détaché de l'Afrique et qui est remonté et qui a créé l'Himalaya pour faire comment dire, un petit résumé géologique un peu rapide. Et je me suis dit que comme on a droit à trois histoires, hein, je vais tenter de les construire d'une certaine manière en parlant de la dualité, et puis en parlant de la trinité, et puis en parlant du chiffre 4 et du quaternaire qui a une symbolique assez importante. Pourquoi? Parce que, et on en a déjà discuté, et j'aime beaucoup ça, nous sommes des Occidentaux, je me revendique de notre culture, je suis ancré dans cette vieille Europe, comme on l'appelle aujourd'hui, qui est vieille très relativement hein, par rapport à l'Inde et à la Chine. Ça reste quand même un empire de 7000 ans, là. La Chine est des sources du yoga remontent à plus de 5000 ans, certainement. Donc,
J'aime faire vraiment des ponts et des liens avec notre culture. Euh, et donc, comme dans notre culture, la Trinité a une grande importance, je voulais parler de la Trinité. Mais pour y arriver, d'une manière, je vais construire ça en parlant d'abord de la dualité. Et je vais prendre deux termes. Il y a un terme qui s'appelle Shakti, qui est considéré comme, on va dire, l'énergie féminine. Et je trouve que ça fait un bon lien avec la vision plutôt Tao auquel j'associe le tai chi, qui est cette, on va dire, cette opposition intelligente des dualités qui nous amène à une unité. Mm. Le yoga a cette même recherche et à travers la notion de l'hindouisme, d'une certaine manière, on a la notion de Shiva, qui est un des trois dieux. J'y reviendrai quand je parlerai de la Trinité, qui est un dieu de destruction et de transformation. Et sa partie, on va dire, féminine, subtile, plus intérieure, d'une certaine manière, on l'appelle Shakti. Et à eux deux, ils forment un couple indissociable. Lorsqu'on travaille l'un, on va dire l'aspect masculin, le Shiva en chaque homme que nous sommes, il y a bien évidemment cette énergie créatrice primordiale, j'ai presque envie de dire, qui soutient la réalité, on va dire, de cette notion de Shiva, de Dieu destructeur, de Dieu transformateur, pour qui aime aller se promener en Inde, on retrouve beaucoup de sadhus qui se comment dire, réfèrent à être des Shivaïtes, donc des adorateurs du dieu Shiva. On les voit errer, ou en tout cas, nous, on peut les appeler des gens qui errent sur la route, mais simplement que dans la structure d'une partie de la vie indienne, en tout cas de la vie, on va dire plutôt spirituelle indienne, la troisième partie de vie est la quête vers l'unité, vers, on va dire, le mariage avec Dieu. Et ces hommes, pour la plupart, font cette démarche-là à travers l'Inde. Et il y a une fête absolument colossale, extraordinaire, où tous ces sadhus se retrouvent pour honorer le dieu Shiva. Et pour faire un lien avec le yoga, la notion de tantra, hein, qui est connue pour certains d'entre nous, qui est une des branches ou une des formes du yoga, vient du shivaïsme, qui est comment dire, une des bases vraiment de la religion indienne. Et les tantrikas, ou les personnes qui pratiquent le tantra, se réfèrent à Shiva et à cette fameuse Shakti et cet équilibre des polarités recherché à travers l'art qui est le nôtre. Voilà pour une première petite histoire des racines, ou en tout cas d'aussi loin que j'ai pu aller creuser et rencontrer. Ok, merci Fred. Alors tu me rappelles mon voyage en Inde que j'ai fait en 2007. Je revois encore les figurines et tous les personnages, Shiva, Shakti, Brahma, Vishnu et Sarasvati, Ganesh, etc. Ça me replonge. Alors je vais raconter la deuxième histoire. Il y en a beaucoup, hein. Moi j'en ai 7, 8 ici, mais je dois malheureusement me limiter. Je vais raconter celle du maître de la cérémonie du thé. Et je terminerai par celle du coq. Alors, le maître de la cérémonie du thé, c'est une histoire assez intéressante. Je pense que ça parlera de l'esprit, de l'intensité de la pratique et de la nécessité de la méditation. Alors, l'histoire, la légende dit que un maître de cérémonie du thé, c'est japonais, donc je précise. Les Japonais sont connus pour avoir une pratique très très sérieuse de la cérémonie du thé. Donc on ne boit pas le thé en mettant un sachet distraitement en regardant son téléphone. Un maître de cérémonie du thé, c'est quelqu'un qui fait très attention à pratiquer correctement avec tout un rituel de mise en situation avec du matériel que l'on soigne et on se présente d'une manière extrêmement précise et rigoureuse. Et donc, il y a un maître de cérémonie du thé qui se promène dans une petite bourgade. Et puis, il était distrait un instant et il bouscule, sans le faire exprès, un renin. Donc, c'est un guerrier errant qui probablement sortait d'une taverne et avait un peu exagéré sur le saké et s'ennuyait fort probablement entre deux guerres et donc n'avait pas de maître et d'exutoire à son énergie guerrière. Et donc, se retourne vers le maître de la cérémonie du thé et lui dit Maintenant, comment as-tu me bousculer? Je le prends comme une offense personnelle et donc je te défie
de m'affronter demain à 5 heures du matin sur le pont à la sortie du village. Et d'ailleurs, je prends tout le monde à témoin que si tu ne viens pas, eh bien, tu es un lâche et nous réglerons notre différend demain matin à 5 heures. Alors, le maître de la cérémonie est en état de choc, il ne sait pas très bien quoi faire. Il voit le renard s'en aller. Chez les Japonais, on ne peut pas déshonorer son nom, on ne peut pas déshonorer, se tirer d'un engagement comme celui-là ou d'une confrontation comme celle-là. Et donc, ben voilà, il n'y a plus le choix. Il doit être à 5 heures du matin le lendemain pour affronter le renard, sauf qu'il n'a jamais tenu un sabre de sa vie. Donc, d'angoisse, il se tourne vers autour de lui et il découvre une école de sabre. Il rentre dans l'école de sabre et demande à voir le grand maître et demande au maître, maître, voilà, je suis un maître de la cérémonie du thé, j'ai été convié en défi pour demain matin à 5 heures, je n'ai jamais tenu un sabre, est-ce que vous pouvez m'aider? Parce que je dois faire, je voudrais pas passer les dernières 24 heures à rien, je veux pouvoir essayer de faire quelque chose. Et le grand maître lui dit, OK, ça va, je vais t'enseigner l'art du sabre, mais ce que je voudrais d'abord, c'est que tu me serves le thé, si tu veux bien. Et donc, le maître de la cérémonie du thé commence à préparer. Son angoisse le quitte. Il s'installe dans sa pratique, qu'il connaît depuis toujours, qu'il a étudié, et il prépare tout ce rituel qu'il pratique avec une intensité, une présence et un calme et une sérénité extraordinaire au maître de sabre. Cette cérémonie prend un très long temps. Et à la fin de la cérémonie, quand le maître du sabre dépose sa tasse, il se retourne vers le maître de la cérémonie et lui dit, demain matin à 5 heures, je vais te prêter un sabre. Demain matin à 5 heures, quand tu seras face à ton adversaire, tu vas lever le sabre au-dessus de ta tête, tu vas fermer les yeux et tu vas te mettre dans ta cérémonie du thé. Tu penseras à ta cérémonie du thé. Et c'est la meilleure chose que tu puisses faire. Le maître de la cérémonie du thé s'en va, déconfit, inquiet, ne sachant pas très bien pourquoi on l'embarquait pourquoi il se faisait remballer comme ça, mais n'ayant plus le temps, parce que bon voilà, le temps est passé. Il essaie de dormir vaille que vaille, et puis à 5 heures du matin, il se présente avec le sabre emprunté au maître du sabre. Le ronin l'attend, tout le monde l'attend, tout le village est là, c'est le moment de mourir avec honneur. Et je dis, bon, ben, il ne me reste plus qu'une chose à faire, ben, tant qu'à faire, je vais essayer d'utiliser ce seul conseil que j'ai reçu. Et donc, il lève le sabre, ferme les yeux, se met dans sa pratique de cérémonie du thé, avec intensité, présence, s'attend au coup final, hein, se dit, bon, ben, tant qu'à faire, soyons dans l'instant, soyons dans la vigilance, dans la présence, dans le don de soi, dans la qualité et la présence à ce qui est en train de se faire. Et puis, ben, le coup ne vient pas, le coup ne vient pas, le coup ne vient pas, il se dit, mais que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que je ne suis pas encore mort? Peut-être je suis mort et je ne m'en suis pas rendu compte. Donc il finit par décider d'ouvrir les yeux et quand il ouvre les yeux, il voit juste une traînée de poussière du Ronin qui est parti en courant et du village qui applaudit. Et donc le message ici, c'est que autant le message de la première histoire, c'était un esprit sain dans un corps sain. Ici, c'est que, et on le sait en self-défense, ce qui est avant tout le plus important, c'est d'être présent à soi. Et une des choses les plus importantes qu'on apprend dans l'art martial, c'est la présence à soi, c'est la qualité de l'échange, c'est la qualité de vigilance. Et qu'est-ce que le Ronin a vécu? Eh bien, le Ronin s'attendait, en plus c'était un peu un barbare mal éduqué, il s'attendait à avoir quelqu'un qui a peur, il s'attendait à quelqu'un qui allait fuir, il s'attendait à quelqu'un qui allait être désespéré, et il a face à lui quelqu'un qui n'a peur de rien. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus stressant pour un combattant. Et donc, c'est ici c'est une leçon très importante pour les arts martiaux. Vous ne serez beaucoup moins mis en difficulté quand vous connaissez les arts martiaux parce que se dégage de vous une certaine sérénité qui ne donne pas du tout envie qu'on vienne se frotter à vous. Et donc, plus on sait se battre, moins on doit se battre. Ça, c'était la leçon. Et la deuxième petite histoire, la cérémonie du thé. Fred, je te redonne l'espace. Ah, j'aime bien, j'aime vraiment bien. Les miennes sont un peu plus ésotériques, hein, elles sont moins terre à terre, parce que c'est vrai que dans les arts martiaux que j'ai pratiqués, que je pratique plus depuis longtemps, la notion du maître qui arrive à cette sagesse de ne plus combattre, parce qu'il n'est plus confronté au combat, parce que sa sagesse lui permet de poser ses pas à chaque instant dans son chemin de vie
où il n'est plus confronté à devoir se battre, et quelque part une ultime direction. J'ai continué, moi, dans mes petites histoires plutôt chiffrées, numérologiques. Hein. Je suis parti du 2 de cette opposition, on va dire, entre l'unité et la dualité, entre le féminin et le masculin, pour retrouver cette unité. Maintenant, je vais faire le lien avec une partie de notre civilisation qui est construite sur la notion de Trinité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et cette fameuse Trinité, on la retrouve en Inde à travers trois dieux qui ont quelque part chacun leurs autels, leurs temples, leurs adeptes, que sont connus comme Brahma, Vishnu et le fameux Shiva dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Le premier est un dieu comment dire, de création. Hein. Brahma avec un grand B serait le dieu des dieux. C'est lui la notion de créateur. Et puis on a notre ami Vishnu qui est le dieu qui maintient. Et puis on a le troisième larron qui vient mettre sa petite graine aussi et qui est celui qui va détruire, transformer pour que ainsi le cycle quelque part soit dynamique. Chacun, parce que évidemment ce n'est pas si simple que ça, a son propre, a des avatars, a différentes comment dire, représentations. Et je ne vais pas rentrer dans les détails là parce que moi-même je m'y égare complètement, donc je vais rester simple par rapport à ça. Mais cette notion de Trinité, elle est reprise par beaucoup d'autres religions, dont notre religion catholique qui a formé clairement une partie du socle de notre civilisation. Et donc, c'est important de faire ce pont entre cette notion indienne de création, maintien et destruction. Et à travers ça, je vais faire le lien avec une posture de yoga. La première étape dans une posture de yoga, c'est rentrer, c'est la construire d'une certaine manière. Donc, on crée une posture, on crée une forme. C'est une forme dans laquelle on va rentrer d'une certaine manière. En fonction de la complexité de la forme ou simplement de l'état physique dans lequel on est, cette forme va être plus ou moins confortable à tenir. On est donc dans la deuxième étape, qui est le maintien. Hein. La forme est construite et maintenant, simplement, j'ai envie de dire, ce qui n'est pas toujours simple, respirons dedans, hein, respirons dans cette forme, et puis on verra bien ce qui s'y passe. Et il est évident que toutes ces formes sont construites de manière extrêmement passionnante, avec évidemment derrière ça une volonté de construire l'être que nous sommes à travers des vertus. Voilà, des postures aussi simples qu'on pourrait appeler aujourd'hui presque une chaise. Hein, s'asseoir sans chaise, mais avoir cette posture va renforcer la circulation sanguine, va faire appel à notre capacité de résistance, va comment dire, construire notre fierté, va construire une certaine grandeur, de faire face à la difficulté, et tout ça à travers une seule et même posture. Et au bout de quelques respirations, très variables en fonction, on va dire, du temps de pratique que l'on a, eh bien, on va détruire cette forme d'une certaine manière, puisqu'on va en ressortir et on aurait été transformé. Et donc, sur chaque posture de yoga, on va être traversé par les trois déités, on va dire, majeures qui créent la trinité à l'intérieur du système de pensée, ou en tout cas un des systèmes de pensée de l'Inde, que sont ces créateurs, Brahma, celui qui maintient, Vishnu, et le destructeur transformateur qui est Shiva. Donc voilà, entre une tentative entre guillemets de parler très vaste en nommant ces déités, et de manière très simple en ramenant ça à notre taille humaine, de nous pratiquants qui, dans chaque posture, pouvons être en contact avec voilà, cette éternité d'une certaine manière. Ok. Voilà pour la deuxième petite histoire. Merci Fred, j'adore cette trinité Brahma, Vishnu, Shiva. Et les icônes, allez, c'est kitsch un peu. Hein. Pour nous occidentaux, les représentations sont kitsch, mais moi j'adore. J'adore. Je vous invite vraiment à découvrir ces représentations visuelles. Elles sont vraiment très très sympas. Ok, merci beaucoup. Alors je vais raconter ma troisième histoire. Ma troisième histoire, c'est celle. Alors oui, je vais faire celle du coq. L'histoire du coq, c'est un empereur chinois, il y a longtemps. Il était une fois l'histoire d'un empereur chinois qui a envie d'avoir le meilleur coq de combat du royaume, de son empire. Et donc, c'est une question de fierté, évidemment, que le coq de l'empereur soit le plus puissant des coqs.
Et donc, il décide de confier l'éducation de son coq au meilleur entraîneur possible, qui se trouve être un, un moine taoïste. Et donc, il va voir le moine taoïste qu'on lui a renseigné en disant, il paraît que vous êtes le meilleur à éduquer les coqs de combat. Et donc, je voudrais que vous éduquiez mon coq pour qu'il soit le plus dangereux coq du royaume. Donc, est-ce que je peux vous le laisser? Attention, je suis très peu patient et je veux que ce coq soit le plus dangereux possible. Alors, le maître taoïste lui dit, oh, oui, bien sûr, t'inquiète, je gère, je vais m'occuper de ton coq. Et donc, il laisse le coq en pension chez le maître taoïste, l'empereur s'en va, et puis 2 semaines après, il envoie un émissaire, et l'émissaire vient voir le maître taoïste et lui dit, tiens, mais alors le coq, il en est où son entraînement? Parce que l'empereur s'impatiente, et le maître taoïste lui répond, il n'est pas du tout prêt. Chaque fois qu'il voit un autre coq, il gonfle, il sort ses serres, il serre, il avance, il fait mine d'attaquer, ça va pas du tout. Il faut me le laisser encore un petit temps. Alors l'émissaire s'en va, se dit je vais devoir aller voir l'empereur et lui dire qu'il n'est pas prêt, ça va être bon pour ma pomme. Bon, l'émissaire survit, c'est pas mal. Du coup, il vient 2 semaines après, il voit le maître taoïste et il dit maître, j'espère que cette fois-ci vous avez une bonne nouvelle. Est-ce que le coq de l'empereur est prêt? Parce que l'empereur, il en a après ma tête et il veut son coq. Et le maître taoïste lui répond, dès qu'il voit un autre coq, surtout s'il y a de la tension, il gonfle, il sort ses serres, il tape du bec vers l'avant, il se jette sur lui, il n'est pas prêt. Reviens dans 2 semaines. L'émissaire se dit, si j'ai de la chance, vous me reverrez dans 2 semaines. Alors, il s'est trouvé que l'empereur avait confiance dans le maître taoïste qu'on lui avait renseigné, et donc l'émissaire survit. Il vient la troisième fois voir le maître taoïste et il dit, écoute, c'est la dernière fois que tu me vois, donc j'espère que les nouvelles sont bonnes. Euh, et le maître taoïste lui dit, oui, oui, il est prêt, il est prêt. Je pense que, voilà, là maintenant, il est vraiment dangereux. Chaque fois que je mets un autre coq en sa présence, il en a rien à péter. Il regarde ailleurs, il est détendu, il veut de mal à personne. Je crois qu'il est prêt pour le combat. Donc, pour faire le lien avec l'histoire qu'on avait vue juste avant, et j'espère que ça fait le lien aussi avec la première, l'apprentissage des arts martiaux, ici encore présenté avec l'histoire du coq de l'empereur, c'est que tant qu'on a quelque chose à se prouver et tant qu'on est dans la combativité, d'ailleurs il y a ce proverbe apparemment africain qui est très beau, quand il n'y a plus d'ennemis à l'intérieur, il n'y en a plus à l'extérieur. C'est que c'est vraiment apprendre, et d'ailleurs c'est le signe du poing dans la main quand on se salue, c'est la violence maîtrisée. Et c'est tout le trajet finalement de l'art martial, ce n'est pas d'apprendre à pouvoir lutter à l'extérieur, c'est d'apprendre à gérer la lutte qui est à l'intérieur. Donc voilà tout le chemin et la troisième petite histoire que je voulais raconter ici. Merci à toi, Fred. Et Fred, je te laisse l'espace pour la troisième histoire du yoga. Écoute, sans se mettre au diapason l'un de l'autre, on a quand même un beau fil rouge. Alors, comment dire, je vais faire le lien au cas où il n'est pas visible pour chacun, ce fil rouge, de la même manière qu'il est évident pour moi. Ma quatrième histoire, elle parle évidemment du chiffre 4, qui est un chiffre sacré, comme tous les chiffres d'ailleurs sont sacrés. Mais le chiffre 4 a quelque chose d'assez particulier, c'est ce fameux grain de sable, moi je trouve. Arriver au nirvana, au samadhi, à la sérénité ultime d'une certaine manière, pour avoir déjà goûté un tout petit peu à cet état-là, un état qui est assez proche de la béatitude chrétienne, j'ai envie de dire. La contemplation étant quasiment totale, la concentration étant quasiment totale, les deux réunis créant l'unité, on n'a pas trop envie de ressortir de cet état. Cet état, on l'a cherché, j'ai envie de dire, on l'a quéri, et on l'a acquéri d'une certaine manière, même si ça ne s'acquiert pas, ça se vit. C'est un petit peu la même chose que lorsqu'on devient maître d'une certaine manière en art martial, la notion du combat disparaît. La notion de la quête du nirvana ou du samadhi disparaît. Et arrive ce fameux chiffre 4, c'est-à-dire c'est l'ancrage, c'est bienvenue dans la réalité. Pour citer un livre que j'aime bien, c'est After the Ecstasy de Laundry, traduction française,
personnel, qui va faire la vaisselle. On, on revient dans du très concret. Et cette proposition qu'est le yoga pour atteindre un état de sérénité, une fois que cet état de sérénité est rencontré, la bonne question c'est qu'est-ce que nous allons en faire? Et maintenant, comment est-ce qu'on va l'utiliser? Quelles vont être d'une certaine manière nos actions avec cette nouvelle dimension de conscience, on pourrait dire. Et ça nous ramène à une extraordinaire humilité. Humblement, ok, on a pu, on va dire, effleurer l'Everest, hein, on a pu effleurer les hauteurs pardon, de l'Himalaya, et, euh, et de toute façon, on redescendra dans la vallée, et de toute façon, on redescendra parmi les siens, et de toute façon, on sera confronté à ces réalités qui sont les nôtres. Et j'aime vraiment bien ce chemin. Et tant qu'on ne l'a pas parcouru et qu'on n'est pas été au-dessus de la montagne, on ne s'est pas rendu compte à quel point la vue est belle. Et pour la plupart d'entre nous, on a déjà eu la chance de se retrouver sur des hauteurs suffisamment grandes pour avoir une vision à 360 degrés. Et oh mon Dieu, comme c'est épanouissant, c'est merveilleux. Et en même temps, ben, nous savons très bien qu'on ne va pas y rester à cet endroit-là et on va y redescendre. Et la notion de la Trinité n'est pas une finalité, n'est pas un arrêt, c'est une étape. Et cette découverte, pour moi, dans la philosophie et dans le cheminement du yoga, à travers cette simple histoire du concret, de l'ancrage, de l'incarnation, de la prise en main de son destin, de poser des actions dans le monde, euh, me rend à chaque fois très humble par rapport à cette réalité-là de, OK, on a touché des moments de grâce, euh, maintenant, comment nous allons les partager? D'accord. Merci Fred, c'est très beau. J'adore After the Ecstasy, Do the Laundry. Et elle est très très bonne. Et alors j'ai une version Zazen qui est pas mal aussi. C'est l'élève qui va voir son maître Zen et qui dit, Maître, 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 est-ce que vous pouvez me dire quelle est l'essence du Zen? Et le maître regarde son élève et lui dit, Tu as mangé ce matin? Oui. Alors va nettoyer ton bol. J'adore. Voilà, une simplicité. Merci Fred pour ton apport ici sur les histoires, les légendes, les contes. Et merci pour le rappel de la Trinité Brahma, Vishnu, Shiva. On a évidemment plein d'autres choses et tu as plein d'autres choses à partager. D'ailleurs, il y a une occasion d'en savoir plus sur le yoga et surtout tout ce que tu partages ici, puisque tu organises une retraite à Essaouira en fin mai. Peut-être tu peux nous en toucher quelques mots? Oui, c'est plus trop tardé pour les places qui restent et le temps d'ailleurs, parce que vous verrez dans le lien en bas de page que Pierre-Yves m'a permis de mettre, où vous trouverez toutes les informations utiles et pratiques. Ben, c'est dans 3 semaines maintenant. Et on va passer quelques jours à Essaouira à pratiquer le yoga, à pratiquer la respiration, à pratiquer des techniques de méditation, à pratiquer des techniques de relaxation, tout ça dans un cadre enchanteur sur le soleil d'Essaouira. Et alors, c'est en profiter pour l'instant, parce qu'à part quelques degrés de temps en temps qu'on reçoit, on va dire que ce n'est pas encore très généreux. Donc, faites ce qu'il vous plaît en mai, faites-vous plaisir, venez pratiquer le yoga avec nous au Maroc. Vous en saurez plus, cliquez en bas, vous aurez toutes les infos nécessaires et utiles. Ouais, tout à Merci fait. Je mets pour le lien cet ici en espace. dessous. Pardon, Fred? Ouais. Je dis merci pour cet espace. Avec plaisir. Je mets le lien ici en dessous. Donc, si vous voulez en savoir plus sur la retraite que Fred organise avec une collègue, toutes les informations ici en bas. On va tout doucement terminer ici la vidéo. On en fera certainement encore une. J'aime bien ce cycle yoga tai chi. J'adore le yoga. J'ai beaucoup de respect pour la culture indienne, pour son histoire, pour les légendes, pour tout son parcours, pour la médecine indienne. Et je fais cette série de vidéos pour aider. J'aurais peut-être dû dire ça en début de vidéo, mais je sais que une grosse partie de mon audience est sensible autant au yoga qu'au tai chi. Parfois, la question qui se pose est qu'est-ce qui me conviendra le mieux, le yoga ou le tai chi? J'espère à travers ces vidéos que vous puissiez sentir un petit peu ce qui peut mieux vous convenir. Alors, je clôture cette vidéo ici en vous remerciant de l'avoir regardée. Vous pouvez liker la vidéo, la partager, vérifier que vous êtes abonné à la chaîne YouTube. Si vous voulez trouver plus de contenu et soutenir cette démarche de création de contenu, que ce soit celle ici, cette série Yoga Tai Chi ou alors les cours tout simplement de Tai Chi, vous pouvez suivre le lien ici en dessous vers mon compte Patreon. Vous allez d'ailleurs trouver
tout le contenu qu'il y a sur YouTube, mais sans publicité, et d'ailleurs bien d'autres choses, bien plus de cours, notamment la deuxième section, la troisième section, la série énergie et d'autres contenus. Voilà, je vous remercie beaucoup. Fred, merci encore. Merci beaucoup à toi. Ouais. Et on se retrouve tout bientôt pour un prochain cours. Portez-vous À bien. bientôt. Au revoir.